Salam alaikum Zulflaoun, bonsoir. Ihsan Qadi, 63 ans, journaliste, dirigeant d'un des derniers groupes de presse privés et indépendants en Algérie, qui comprend Radio M et le site d'information Maghreb émergent, est emprisonné depuis le 29 décembre 2022. Son arrestation a suscité une vague de solidarité parmi ses collègues et les militants des droits humains en Algérie et en Europe. Il est accusé d'avoir reçu des sommes d'argent et des privilèges de la part de personnes et d'organisations dont le pays est à l'étranger afin de se livrer à des activités susceptibles de porter atteinte à la sûreté de l'État et à sa stabilité, avait indiqué la Cour d'Alger. La justice avait également prononcé la dissolution de sa société Interface Média et la confiscation de tous ses biens saisis, outre des amendes contre lui et ses entreprises. Dans une résolution adoptée le 11 mai dernier, le Parlement européen a demandé la libération immédiate et inconditionnelle de Ihsan Al-Qadi et appelé les autorités algériennes à respecter la liberté des médias. Lors du procès en appel qui s'est tenu le 4 juin dernier, le procureur général avait requis la confirmation de la condamnation en première instance de Ihsan Al-Qadi. La Cour d'appel d'Alger avait alourdi la peine infligée à Ihsan Al-Qadi en le condamnant à 7 ans de prison, dont 5 ans fermes. Plusieurs personnalités algériennes ont signé une lettre ouverte adressée au président Al-Majid Tebboune, l'enjoignant d'user de ses prérogatives pour accorder une grâce présidentielle en faveur de Ihsan Al-Qadi. Nous reviendrons sur cette lettre ouverte en détail et sur cette initiative des personnalités algériennes juste après cette petite intro. Ihsan Qadi, des intellectuels demandent la grâce présidentielle, c'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission M. Hassan Hirouche, économiste, analyste politique. Il est avec nous depuis Paris via Skype. Hassan Hirouche, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Je vous souhaite une bonne année, Yenneir Amgaz, à vous, à votre équipe, à tous les téléspectateurs et à vos invités. Je crois que vous avez Nabil Ismail, que je salue à l'avance. Je ne sais pas si vous avez d'autres invités, je les salue également. Et je suis content d'être sur votre plateau ce soir. On est très content de vous avoir aussi avec nous, Hassan Hirouche. Meilleurs vœux à vous, à vos proches aussi, Yenneir Damervouh. On aura aussi le plaisir d'accueillir, vous l'avez annoncé, Maître Nabila Ismail, avocate militante politique. Elle sera avec nous depuis Alger, par téléphone. Je ne sais pas si Maître Nabila est avec nous. Maître Nabila Ismail, elle n'est pas avec nous encore. On aura aussi Hassan Bourras, qui est journaliste, mais aussi militant des droits de l'homme. Il sera avec nous depuis Al-Bayad, en Algérie, donc par téléphone aussi. Avec nous dans cette émission. On va revenir sur cette lettre des intellectuels algériens, des personnalités algériennes aussi, demandant donc la grâce présidentielle à Al-Majid Tebboune par rapport donc à Ihsan, l'affaire de Ihsan Al-Qadi. Hassan Hirouche, je vais revenir, je vais commencer par vous. Comment peut-on lire donc cette lettre cette lettre ouverte qui a été adressée donc à Al-Majid Tebboune, donc qui lui demande la grâce présidentielle. Et là, je peux vous lire quelques passages de cette lettre, si c'est possible. Nous vous appelons à user de vos prérogatives pour lui accorder la grâce présidentielle, lui rendre sa liberté et lever le poids considérable qui pèse sur sa famille et ses proches, et qui pèse aussi, nous le savons et le constatons, sur l'image de l'Algérie.
Et là, bien sûr, nous sommes des journalistes, artistes et intellectuels, beaucoup de noms, des noms très respectés, si on peut dire aussi des personnalités algériennes. On parle de professeur Nourdine Belikichi, de Yasmina Khadra, l'écrivain, de professeur Elias Zarhouni, professeur émérite en médecine aux États-Unis, de Louisette Iril Lahriz, qui est Moujahida. Hassan Hirsch, quelle lecture peut-on faire de cette lettre ouverte adressée donc à Abdelmajid Tebboune? Qui est injustement emprisonné, et tous les prisonniers d'opinion et les prisonniers politiques dans notre pays. Alors, pour répondre à votre question, il faut savoir qu'une lettre ouverte de ce genre, c'est toujours un verre à moitié plein ou à moitié vide. Ça dépend donc de comment on observe en fait ce geste. Qu'est-ce que c'est qu'une pétition? Déjà, une lettre ouverte, c'est une espèce de pétition. Elle est signée par un certain nombre, effectivement, d'intellectuels dont vous avez parlé, des intellectuels respectés dans notre pays. Alors évidemment, une pétition, c'est quand même un outil. C'est un outil pour démontrer qu'il y a un scandale, et qui ne peut pas perdurer, et qu'il y a une mobilisation autour de ça pour justement en finir avec cette injustice, avec ce scandale, etc. Même si les pétitionnaires ont un vocabulaire plutôt très très mielleux et qui ne parlent pas d'injustice, qui ne parlent pas de la violation du droit, qui ne parlent pas de la violation de la Constitution, qui ne parlent pas d'atteinte aux libertés fondamentales, qui ne parlent pas du droit des Algériens à être informés de façon contradictoire, etc. Donc ils ne vont pas évidemment très loin, et c'est une pétition à minima où ils implorent en quelque sorte le président de la République en lui demandant d'user de ses prérogatives pour une grâce. Et il s'arrête là, une grâce où il parle du nationalisme de son père, où il parle du choix de Hassan Qadri de travailler à l'intérieur du pays, donc là aussi un aspect nationaliste. Et il parle aussi de laisser passer la nouvelle année dans sa famille, donc là un aspect humanitaire, sans parler malheureusement de cette nouvelle année, de préciser qu'il y a pour retrouver déjà aussi ce droit des Imaziran à exister, à avoir leur culture reconnue. Donc évidemment, il y a un certain nombre de faiblesses dans une pétition de ce genre. Ceci dit, évidemment, elle a aussi son avantage, c'est qu'il y a quand même une mobilisation des intellectuels, il y a un appel qui est fait de façon directe. Tout le monde ne peut pas avoir le courage de Karim Tabou ou de Nabil Ismail, et donc ils ont préféré avoir un profil bas et demander au président de la République donc d'user de ses prérogatives. En même temps, c'est aussi assez audacieux dans la mesure où lui disent quand même qu'il a des prérogatives, et sachant la conjoncture actuelle, où il y a une polémique entre le fait de se représenter ou pas en second mandat. Donc ils lui disent qu'il a des prérogatives, que c'est un vrai président et qu'ils le reconnaissent dans cette fonction-là. Et évidemment, ceci met à mal tout ce qui remettent en cause sa légitimité, qui remettent en cause la possibilité de se représenter, etc. Donc vous voyez, il y a plusieurs angles d'attaque que l'on peut saisir dans cette pétition-là. De mon point de vue, tout ce qui bouge en faveur des droits, en faveur de la libération des détenus d'opinion, et particulièrement justement des détenus qui ont été arrêtés dans la période du Hirak ou post-Hirak, on voit bien que finalement c'est quelque chose de totalement inacceptable. On ne peut pas continuer à violer comme ça le droit des Algériens à disposer de leur liberté, à disposer d'eux-mêmes. Très très bien. Restez avec nous. Hassan Hirsch. Maître Nabil Ismail nous a rejoint, avocate militante politique, militante des droits de l'homme. Elle est avec nous depuis Alger. Maître Nabil Ismail, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation.
Merci à vous de m'avoir invité et je ne raterai pas l'occasion de présenter mes meilleurs vœux de bonheur, de résistance et de paix au peuple à l'occasion de Inayer. Parce qu'on a besoin d'être solidaires, on a besoin d'être unis pour affronter une situation inédite dans l'histoire du pays. Voilà. Très bien. Meilleurs vœux aussi, Maître Nabil Esmaïl, à vous et à vos chers, à l'occasion de Yennayer. Maître Nabil Esmaïl, on va revenir sur la situation des droits de l'homme en Algérie. On va revenir sur cette lettre ouverte qui a été adressée donc au président Al-Majid Tebboune pour la grâce présidentielle concernant donc Ihsan El-Qadi. Mais avant d'entamer cette question, on va regarder ces images, donc la libération, si on peut dire, des détenus, des militants politiques qui ont été donc en prison pendant 16 mois, il faut le rappeler, à Msila, et on parle de Boualem Boudissa, l'universitaire Abdelrahim Karna, Mahfouz Bedrouni et Youssef Lebier, donc qui ont été acquittés. On regarde ces images et je reviens à vous. السلام عليكم من أمام سجن مسيلة. خروج بعد براءة المتهمين هم بدروني محفوظ بوعلم بوديسا والسيد قرنا. الحمد لله على براءتهم وخروجهم من السجن. رفيق الروح شف الهجر قلبي أتوق إليك يا سندي وجاهي على أمل de Msila, donc de la prison de Msila, Boualem Boudissa, l'universitaire Abdelrahim Karna et Mahfouz Bedrouni et Youssef Lebier, qui ont passé donc presque 16 mois en prison, en détention arbitraire, si on peut dire. Maître Nabil Esmaïl, revenons donc à cette lettre ouverte. Des journalistes, des artistes, des intellectuels ont appelé Al-Majid Tebboune à utiliser donc ses prérogatives, si on peut dire, pour une grâce présidentielle concernant Ihsan El-Qadi. Nous vous appelons à user de vos prérogatives pour lui accorder la grâce présidentielle, lui rendre sa liberté et lever le poids considérable qui pèse sur sa famille et ses proches, et qui pèse aussi, nous le savons et le constatons, sur l'image de l'Algérie. Comment peut-on lire cette lettre ouverte qui a été adressée donc par des personnalités algériennes à M. Al-Majid Tebboune? D'abord, je commencerai par la dernière phrase qui est très, très explicite. Elle est très, très importante à analyser. Un procès qui pèse sur l'image de l'Algérie à l'extérieur. On ne doit pas oublier que c'est un procès, le procès de Ihsan El-Qadi, surtout au niveau de la cour d'appel, a vu la participation de confrères étrangers qui sont venus plaider à nos côtés le dossier de Ihsan El-Qadi. Donc ça a terni l'image de l'Algérie, parce que quand on fait appel d'une décision de 5 ans pour la voir aggravée au niveau de la cour, pour lui confirmer tout en le laissant en détention, ça ternit vraiment l'image de la justice algérienne, parce que en tant qu'avocat qui a eu à plaider ce dossier, je continue à dire que c'est un dossier qui est vide. C'est un dossier qui a été, c'est une affaire montée de toutes pièces. On a voulu faire taire Ihsan El-Qadi, on a voulu faire taire à travers Ihsan El-Qadi le peu de presse libre qui est resté. Donc ce n'est pas que Ihsan El-Qadi en sa personne qui a été ciblée, mais c'est toute la presse indépendante. C'était le seul média qui recevait encore des personnalités et des représentants de partis politiques qui ont une autre vision de la politique, une autre vision de la gouvernance. Cette lettre
la lettre qui a été signée par des intellectuels, par des artistes et journalistes, je dirais que c'est un pavé dans la mare parce que c'est un dossier qui a failli, je ne dirais pas qui a failli être oublié, c'est un dossier qui remet d'actualité la position ou l'instrumentalisation de la justice. Ces intellectuels, vous allez me dire pourquoi ils se sont tus, pourquoi c'est maintenant qu'ils parlent, pourquoi ils n'ont pas fait une lettre, parce que c'est les réflexions qui ont été faites à droite et à gauche. Pourquoi uniquement Ihsan al-Qadi, pourquoi pas tous les détenus d'opinion. Absolument, c'est des questions qui sont pertinentes, Nabila Smaïl, c'est des questions qui sont très pertinentes. Avant, laissez-moi juste... C'est très important. Vous avez posé des questions très pertinentes par rapport donc à cette lettre ouverte. Mais rappelons aussi ce qui est venu dans cette lettre ouverte. Ne nous souhaitons pas revenir sur les raisons de sa détention et les procédures judiciaires qui ont abouti à sa lourde condamnation. Les voies de recours judiciaires étant désormais épuisées, vous êtes le seul à pouvoir mettre fin à cette pénible et douloureuse situation du fait des pouvoirs qui vous sont conférés par la Constitution. Est-ce que, on va revenir donc sur ce passage, Maître Nabila Smaïl, avec vous, puisque aussi vous avez été en charge de cette affaire de Ihsan al-Qadi. Quand on lit ce passage, Maître Nabila Smaïl, est-ce qu'on n'est pas en train d'enfoncer, entre guillemets, Ihsan al-Qadi par rapport à ce qui lui a été reproché, entre guillemets? Je ne peux pas lire ça dans ce sens. Je ne peux que saluer, et ça reste mon opinion, je ne peux que saluer les personnalités qui ne sont pas les moindres, qui ont signé cet appel, mais que je qualifierais de tardive ou de beaucoup de questions qui pourraient se poser. Pourquoi maintenant? Pourquoi pas avant? Pourquoi avoir attendu aussi longtemps? Il y a beaucoup de questions, mais c'est une initiative qu'il faut saluer, qu'il faut multiplier, avec laquelle il faut dénoncer tous les procès dilatoires et tous les procès abusifs qui ont été intentés contre les militants du Hirak et contre des militants politiques et contre d'autres journalistes. Maintenant, il ne faut pas tirer sur les initiatives. Moi, ce que je critique, c'est le silence. Parce que ce silence crée une situation pesante. Dès qu'il y a une initiative, on ne doit pas se focaliser sur pourquoi, comment. Moi, la seule question qui m'attriste un petit peu, je dirais pas que ça a enfoncé Ihsan al-Qadi, parce que Ihsan al-Qadi... Mais reconnaître, si on peut dire, les injustices dont il a subies. Cette lettre prouve que tout le monde sait qu'il y a une injustice que Ihsan al-Qadi a été victime d'une grave injustice. Maintenant, je vous dirai, est-ce que Ihsan al-Qadi est d'accord pour ça? Je ne saurais le dire parce que malheureusement, on ne peut plus aller le voir en prison que par des procédures très complexes pour pouvoir avoir un permis et le voir. Donc, je ne peux pas parler en son nom. Je ne peux pas vous dire non plus que cette lettre enfonce Ihsan al-Qadi. Il n'y a pas de raison parce que tout le monde sait sur le plan interne et sur le plan international que Ihsan al-Qadi est une victime c'est une victime d'un abus, c'est une victime d'une instrumentalisation de la justice qui ne dit pas son nom. Tout le monde avait dit que Ihsan al-Qadi a été condamné avant même que la justice se prononce dans son affaire. Donc, pourquoi cette lettre maintenant? Moi, je dirais pourquoi pas d'abord, et pourquoi ne pas faire ce genre d'initiative pour tous les autres prisonniers, parce que les personnalités comme Madame Eri Lahrez et les réalisateurs, ce ne sont pas, c'est pas, il n'y a pas de n'importe qui ou n'importe où. C'est des personnalités qui sont reconnues mondialement et qui ont décidé de le faire. Ils ont décidé de rompre le silence. Alors, je ne peux pas dire pourquoi ils ont fait ça. Je pourrais simplement avoir des regrets que ça ait tardé, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Parce que ce qui n'est pas normal. Laissez-moi, Maître Nabila Smaïl, laissez-moi. S'il vous plaît, je finirai ça. Je finirai cette phrase, s'il vous plaît. Ce qui n'est pas normal, c'est de se taire devant ces injustices.
On ne peut pas critiquer une réaction, on devrait s'attaquer à l'inertie. On devrait dénoncer le silence. On ne peut pas dénoncer une réaction. Maintenant, est-ce que Ihsan est d'accord? Il n'est pas d'accord. Pourquoi? Nous, les Algériens, on s'attarde trop à chercher les raisons des choses. Mais on ne s'attarde pas à trouver, à réagir au bon moment et à saluer des réactions pareilles. Parce qu'il y a un statu quo qui est très grave. Il y a un silence qui est très, 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 très lourd. Il y a un silence qui fait peur. Un peuple qui se tait ne veut pas dire qu'il est d'accord. Un peuple qui se tait ne veut pas dire qu'il va continuer à avoir peur toute sa vie. Attention, le peuple est en train de nous lancer des messages et aux tenants du pouvoir d'essayer de décrypter le message du peuple. Très bien. Est-ce que vous pensez donc que le régime, que le régime est dans cette logique, si on peut dire, ou dans la logique d'apaisement par rapport à la situation que nous sommes en train de vivre? Vous allez faire le lien entre cette lettre et les acquittements de Msila. Vous savez, parce qu'il y a des... On va revenir sur cette lettre, Maître Nabil Esmaïl. Vous êtes en train de parler d'une situation, d'un silence qui fait peur, d'une situation qui est, si on peut dire, difficile en termes des droits de l'homme, en termes du champ politique dans notre pays, de l'activité politique, mais il y a ceux aussi qui ont critiqué, si on peut dire, entre guillemets, l'initiative, pas en critiquant les personnes, mais c'est cette façon de faire, si on peut dire, par exemple, on revient sur le poste de Karim Tabou qui a trouvé que, et là je vais vous lire ce poste, se dispenser du devoir moral et politique de dénoncer les injustices, puis demander une indulgence de son propre bourreau, relève au mieux de la naïveté et au pire de la lâcheté. Mandela n'a été Mandela que parce qu'il a refusé de céder aux grâces et aux amnisties maintes fois proposées par Frédéric de Klerk, qu'il avait compris que l'essentiel était de mettre fin à l'apartheid. C'est juste un petit rappel. Eh bien, au-delà de l'injuste condamnation de Ihsan Qadi, c'est toute l'Algérie qui est emprisonnée, encerclée et privée de bonheur, qui attend de son élite qu'elle agisse pour la libérer. Nabil Esmaïl. Allô? Oui. Oui. Bon. Alors moi, je vais vous répondre d'une façon très très apaisée, très réfléchie, en vous disant que les grandes démocraties et les grandes nations se construisent sur des débats contradictoires. Chacun a le droit de faire la lecture qu'il veut d'un événement. Ce qui n'est pas normal, c'est d'avoir des journalistes emprisonnés. Ce qui n'est pas normal, c'est de continuer à considérer que nous vivons une situation normale. Maintenant, ce que le camarade Karim Tabou a écrit, c'est une analyse d'un opposant, un opposant qui voit que c'est scandaleux ce qui arrive et que peut-être cette lettre arrive en retard. Moi, qui a subi aussi des injustices, Maître Nabil Esmaïl. Lui aussi, bien sûr qu'il a subi des injustices. Il continue à en subir. Il continue à en subir. Mais il n'en demeure pas moins que je préfère cette réaction que ce silence qui va nous mener vers un gouffre. Parce que je ne peux que saluer une réaction qui rappelle une injustice qui, de son côté, cette injustice de Ihsan Qadi rappelle et remet sur la table le débat autour des otages du pouvoir. Parce que moi, je ne les ai jamais appelés des détenus d'opinion, c'est des otages du pouvoir qu'il va utiliser, instrumentaliser au moment opportun. Maintenant que je tire sur ça et que je dis que c'est de la naïveté politique, il ne faut pas oublier que Karim Tabou est un militant politique. Les signataires sont des personnalités, chacun est spécialiste dans son domaine. Ils ont heureusement que l'élite a décidé de réagir. Je ne peux que capitaliser ça, le saluer à ma manière, mais le capitaliser pour que ça soit un facteur déclenchant pour d'autres réactions. Je ne peux pas faire peur aux gens qui réagissent. Je dois réveiller ceux qui ne réagissent pas.
C'est ma façon de voir les choses. Moi, je vous ai dit que les grandes démocraties sont basées sur des débats contradictoires. Chacun a le droit de donner son avis, mais on a on doit tous se faire l'interdiction d'avoir le monopole de ce qui est juste et de ce qui est correct. Parce que ce qui est juste pour moi pourrait ne pas l'être pour d'autres. Maintenant, pourquoi seulement vous vous êtes posé cette question, Maître Nabil Esmaïl, pourquoi seulement maintenant et pourquoi ça ne concerne que Ihsan El-Qadi? Parce que la réponse, elle est dans la question que vous avez posée en disant est-ce que ce ne sont pas des mesures d'apaisement ou est-ce que ça ne rentre pas dans ce sens? Moi, je ne souhaite pas que ça soit une perche qui est tendue au pouvoir pour lui permettre de se rattraper. Parce que s'il doit se rattraper, il doit d'abord présenter des excuses à tous ces détenus qui sont restés plus d'une année en prison et qui ont été acquittés, à tous ces jeunes qui ont perdu leur emploi, à toutes ces familles qui ont perdu leurs enfants fil Haraga. Ce pouvoir devrait présenter ses excuses sur plusieurs plans, à toutes ces chances ratées, à ce Hirak qui a été diabolisé. Il faut demander pardon par rapport à beaucoup de choses. Maintenant, la lettre de Ihsan El-Qadi nous a donné un sujet à débattre. Nous sommes en train d'en parler. Nous sommes en train de parler de ça. Donc c'est une lettre ou c'est un geste qui a donné un coup de fouet dans un statu quo. Mais maintenant, je vous dirai pourquoi maintenant. Il faudra inviter un des signataires pour vous le dire. Pourquoi pas maintenant? Moi, la seule chose que j'ai regrettée, c'est que ça ne soit pas une lettre qui a englobé tous les détenus d'opinion. Parce qu'il est vrai que Ihsan El-Qadi est victime d'une injustice qui n'a pas de couleur. C'est hallucinant ce qui est arrivé dans le dossier de Ihsan El-Qadi et dans le dossier de son organe de presse, Interface Média. C'est scandaleux. Parce qu'à travers Ihsan El-Qadi, j'avais dit au début, c'est au-delà de la personne. C'est tout un organe qui a été mis à genoux et c'est toute une presse libre, le peu de presse libre qui est resté, qui a été muselée. Donc, cette lettre, elle ne vise pas uniquement que la personne de Ihsan El-Qadi, mais elle vise ce qu'il représente comme journaliste libre et à travers lui, on pourrait réouvrir le débat autour de la question de jusqu'à quand ce pouvoir va continuer à faire peur par une justice instrumentalisée, parce que quand on prétend être à la tête d'un pays comme l'Algérie, c'est pas n'importe quel pays, et qu'on a comme slogan dans tous les tribunaux de la République, Al-Adlu Assas al-Hukm, nous sommes très loin de ce slogan. Et nous sommes arrivés à une époque où on ne veut plus de slogan. On veut plus de slogan. Maintenant, vous allez me dire, pourquoi maintenant? C'est la dernière année du mandat, peut-être qu'il va y avoir des apaisements, tout comme il y a une tentative d'acheter la paix civile par des les projets qu'on ne voit pas, qu'on entend. Donc, il y a tout ça qui rentre là-dedans. Mais je continue à dire qu'il faut capitaliser. Il faut très bien, mais la question aussi, est-ce que vous pensez, Nabil Esmaïl, quand on revient sur le timing, sur le temps de cette lettre ouverte, beaucoup de discussions bien sûr par rapport à la situation politique, par rapport à ce deuxième mandat et aux élections présidentielles, donc qui vont être cette année, la fin de cette année. On peut se poser la question par rapport donc à cette question concernant le timing, Nabil Esmaïl. Est-ce qu'on peut faire le lien avec les élections présidentielles? On va écouter la réponse de Hassan Hiresh et votre réponse aussi juste après ces déclarations d'Amedjid Tebboune concernant donc la liberté de la presse en Algérie ou la presse en général. On l'écoute. راك تشوف واحد خبر جاي غلقنا حاجه كانت خارجه على القانون، اصبح اليوم محامين يجتمعوا مع العفوين والاخرين، وهذه الجزائر مقصوده باش يدخل لك الصوره باللي الاعلاميين الديمقراطيين والواصلين هما راهم ما مشوش الجزائر في فرنسا. هذا هو
راني نقرا في الجرايد الحمد لله يا اون ملتيبليسيتي دو بوان دو فيو مي فيه بعض الصحف بارزه وتدافع عن الوطن ولما مسؤول يغلط يقولوا باللي غلط يقولوا له غلط. هذه هي الديمقراطيه. مش انت اللي تسير انت يعني تنبه المواطن باللي فلان راه غلط ولا هذا ولا 180 20 تلفزيون تاع خواص يعني ان سول اوتر فو مانك اي توت اي ديبوبلي يعني واحد يروح خلاص ما بقاش صحافه في البلاد. هذا الشتم 8500 صحفي جزائري. سي ولكن اعتقد ان هما اللي لازم يفرضوا انفسهم ما يقبلوش الوصايه عليهم لا من سفاره ولا من دوله اخرى ولا من هذا ما كان. ممنوع تتمول من طرف الخارج، ممنوع تقبل باش تكون حصان طروادة ولا تكون خبرجي والباقي راك ليه روح. تمشي للدوار من دواور وتشوف الكارثه والبرامج تاع الدوله ما تطبقش ودير يعني دير عليه مقال انا نجازيك باسكو سمحت لينا باش نشوفوا الشيء اللي ما شفناش واللي ما كي با يسي سينالي با لي ريسبونسابل. مي باش تكحل الدنيا كلها ثاني سي با سا. Ça, c'était Majid Tebboune. Donc, vous l'avez entendu, mais aussi la question de l'apaisement a été posée aussi. On a vu donc ces derniers temps des personnalités politiques parler de l'apaisement et appeler Majid Tebboune à l'apaisement. On écoute Louise Ahnou. On parle de cohésion sociale. Oui, on parle de cohésion sociale, politique. Ça veut dire que tout le monde a le droit de s'exprimer. Tous les partis, tous les acteurs politiques, tout le monde. Et tout le monde a le droit de s'adresser aux institutions pour poser des problèmes. C'est comme ça qu'on peut avancer. Parce que quand on étouffe les problèmes, qu'est-ce que ça donne? C'est une cocotte minute qui finit par exploser. C'est tout. Cette année, nous avons besoin de détente, d'apaisement. Moi, je martèle et je n'arrêterai pas qu'il faut une ouverture médiatique. On doit pouvoir débattre. Hassan Hir, je vais revenir à vous, mais aussi la question est posée aussi à M. Nabil Ismail. Quand on entend Louisa Hanoun dire que cette année on a besoin de détente, d'apaisement, est-ce que vous pensez que cette démarche, elle est dans ce sens, surtout quand on rappelle qu'il y a des élections présidentielles et qu'il y a aussi la pression des organisations des droits de l'homme comme les rapporteurs qui ont visité l'Algérie ces derniers temps. Donc, votre réaction, Hassan Hirj? Bien évidemment, nous avons besoin d'apaisement, mais c'est totalement insuffisant. Je crois qu'il est temps que l'Algérie passe à autre chose qu'à l'oppression, autre chose qu'à la langue de bois, autre chose qu'aux arrestations, qu'à l'injustice, autre chose qu'au monolithisme, autre chose à l'orgueil national qui remplace l'état de droit. Il faut changer complètement de paradigme. Il ne faut pas seulement tourner la page, il faut changer de livre. Moi, je pense qu'effectivement, il reste une année au président Abdelmajid Tebboune pour finir son mandat. Je pense qu'il pourrait, il devrait l'utiliser justement pour appeler à un changement radical, pour organiser de vraies élections, pour permettre à la presse de fonctionner normalement, de réhabiliter tous les journalistes, de sortir Ihsan Al-Qadi, de réhabiliter aussi ses journaux, sa radio, son site Maghreb émergent, ainsi de suite, de permettre à l'ensemble des citoyens, les militants, les intellectuels, les syndicalistes, les présidents, enfin les militants associatifs, ainsi de suite. Je crois que l'Algérie, dans le contexte actuel mondial totalement menaçant, a besoin justement de regrouper son peuple, a besoin de reconsidérer complètement sa politique intérieure. Est-ce que le régime est dans cette logique, Hassan Hirj? C'est ça la question. Pour le moment, parce non. qu'il y a aussi la question qui a été posée, est-ce que c'est une manœuvre
politicienne, entre guillemets, du régime pour sortir de cette pression des organisations qui défendent les droits de l'homme, mais aussi le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, par ses visites des rapporteurs spéciaux. Est-ce que vous pensez que c'est une manœuvre aussi du régime ? Vous savez, au sein du régime, je ne pense pas qu'il y ait une classe monolithique, qui soient tous des tyrans et qui soient tous des gens justement tout le temps en train de faire des calculs, tout le temps en train de faire des machinations, etc., d'organiser une espèce de mécanique de tromperie, etc. Au sein du régime, il y a aussi, peut-être qu'ils sont minoritaires, sans doute même qu'ils sont minoritaires, mais il existe forcément des gens, aussi bien dans le civil que dans l'armée, que dans les services, etc., qui voudraient que ça change et qui souffrent autant que nous de la situation actuelle, parce que eux, c'est encore beaucoup plus grave, parce qu'ils ne peuvent pas s'exprimer comme nous le faisons, du moins pour les militants comme Maître Nabil Esmaïl, Karim Tabou et bien d'autres qui ont le courage de s'exprimer sur place et de dire ce qu'ils pensent et d'appeler justement à un changement, etc. Au sein du régime, il y a des personnalités comme ça. Nous l'avons vu pendant le Hirak avec le feu, le général Ben Hadid. Nous l'avons vu avec Ali Rdiri qui est toujours en prison. Et là aussi, c'est un dossier totalement scandaleux, totalement lourd, parce que tout simplement, il a voulu se présenter de façon indépendante, en dehors des structures militaires, en dehors des structures des services, se présenter tout simplement aux élections présidentielles qui ont été proposées. Il se retrouve en prison. Donc à partir du moment où il y a ces gens-là, ils ne peuvent pas être des hirondelles qui font le printemps. Je suis convaincu que parmi les classes dirigeantes, aussi bien, encore une fois, au niveau civil que militaire, il doit y avoir des Algériens soucieux de l'intérêt de leur pays, soucieux de l'intérêt de leur peuple et qui voudraient que l'Algérie soit un pays digne de sa révolution, digne des sacrifices qui ont été consentis pendant plus d'un siècle, bientôt 2 siècles même. Je crois à ça. Donc la lettre dont nous avons parlé aujourd'hui, je crois que nous sommes assez d'accord avec ce que nous avons dit tous les deux, Maître Nabil Esmaïl et moi-même, que c'est toujours un verre à moitié vide ou à moitié plein, ça dépend qu'est-ce qu'on regarde. Si on regarde la moitié vide du verre, évidemment on peut se dire c'est pas le moment, pourquoi ça n'a pas été fait avant, pourquoi la rédaction de cette lettre est mielleuse, pourquoi il ne parle pas de scandale, de la violation des droits, etc. On peut en même temps se dire, ben voilà, des gens qui ont pris l'initiative, qui ont suffisamment de conscience justement politique pour dire que ça suffit et qu'il faut passer à autre chose. Maintenant, est-ce que ça s'inscrit dans une configuration, on va dire, d'un deuxième mandat du président Tebboune? Ça peut, mais même là, ce n'est pas forcément négatif. C'est une façon de dire aussi que Abdelmajid Tebboune, en tant que candidat éventuellement à sa succession, pourrait user de ses prérogatives pour avoir des élections transparentes, pour pouvoir laisser une possibilité de perdre les élections, et ce serait en son honneur s'il perdait les élections. Et donc je pense qu'il y a un débat effectivement à ouvrir aujourd'hui, et peut-être que c'est un point positif pour l'Algérie. Peut-être qu'on commence hier avec ce point positif. Espérons. Il y a un débat à ouvrir, donc, Hassan Hiraj, vous êtes en train de dire. Maître Nabil Esmaïl, revenons donc à cette lettre, et on peut lire à la fin de cette lettre une telle grâce de votre part, et là, il parle de Abdelmajid Tebboune, serait un signal fort pour la justice et la liberté. Est-ce que vous pensez, par ce passage, on n'est pas en train de cautionner toutes les injustices qu'ont subies les militants qui ont été emprisonnés, les personnalités politiques, les journalistes et tout ce qui en suit, Maître Nabil Esmaïl? Maître Nabil Esmaïl, vous ne m'avez pas entendu. Est-ce que vous êtes avec nous? Oui, je n'ai pas entendu la question, excusez-moi.
Ah, désolé. Donc, je vous ai lu juste le dernier passage de la lettre ouverte qui a été adressée à Abdelmajid Tebboune. Une telle grâce de votre part, et là il parle de Abdelmajid Tebboune, serait un signal fort pour la justice et la liberté. D'après vous, Maître Nabil Esmaïl, ce passage, est-ce que il ne cautionne pas toutes les injustices qu'ont subies les militants politiques, les militants du Hirak, les personnalités politiques, les partis politiques? Maître Nabil Esmaïl. D'abord, c'est une lettre qui est adressée au président de la République, donc à une institution. Ce n'est pas une lettre qui est adressée à M. Tebboune en tant que personne. Donc, eux, ils se sont adressés au président de la République en lui demandant d'user de ses prérogatives constitutionnelles. Parce qu'ils ont parlé de toute la procédure étant définitive, surtout après le rejet, les rejets des deux pourvois en cassation dans ces deux affaires. Donc, c'est la Constitution qui prévoit ça, que le seul recours qui reste, c'est la grâce. Maintenant, vous allez me dire illégitime. Ça ne peut pas légitimer. Je ne sais pas quoi, ils vont le supplier à genoux. Ça ne pourra pas effacer de la mémoire collective la façon outrageante avec laquelle la justice a été instrumentalisée par le pouvoir, par le pouvoir. Donc, هذه تقعد وسط مطار في جبهة النظام. Parce que Mbekri, depuis l'affaire Chabani, Mbekri, la justice n'a jamais été indépendante, elle a toujours obéi aux injonctions du système. Toujours. Donc, le combat de tous les Algériens, à travers toutes les révolutions qu'il a menées, c'est de construire une indépendance, une justice indépendante, une justice li khaf minha li rah fi al-hukm ou al-muwatin al-basit, une justice que de l'aveu des ministres de la justice qui ont reconnu que l'adala al-jazairiyya تخوف المواطن وتبعدوا عن العداله وما يامنش بها. هذا c'est l'aveu du garde des Sceaux. Les déclarations du ministre de la Justice. C'est les déclarations des deux derniers ministres de la Justice depuis 2019 à aujourd'hui. Ils reconnaissent que la justice fait fuir, elle fait peur, il n'y a pas d'assurance, mais la présomption d'innocence est bafouée. Quand vous avez une justice qui ne reconnaît pas les conventions internationales ratifiées par l'Algérie, qui interdisent l'emprisonnement des journalistes, et pour contourner cette interdiction, pour contourner l'interdiction de la Constitution et des conventions internationales, alors une affaire de droit commun, c'est extraordinaire, c'est une injustice qui ne peut pas s'effacer. Quand ils vont lui écrire une lettre en or, ils vont s'adresser à lui avec des poèmes. Ça ne peut pas effacer de la mémoire collective l'injustice qu'ont subi nos concitoyens. Toute une région, qui continue à faire des grèves tous les jeudis pour réclamer un procès, la révision du procès de beaucoup d'innocents. Donc vous savez, on ne peut pas bâtir un pays sans justice. On ne peut pas continuer à espérer construire une Algérie nouvelle avec une justice plus qu'aux ordres, une justice plus qu'aveugle. Parce que quand vous plaidez... Allô ? Oui, on vous entend. Quand vous plaidez un dossier sur le plan des faits, sur le plan du droit, et que vous regardez le juge dans les yeux, et qu'il essaye d'éviter votre regard, parce qu'il sait que ce dossier ne lui appartient pas. Ça, c'est très grave. Ça, c'est très grave. Vous allez constater que beaucoup d'avocats ne sont plus dans le collectif. Beaucoup d'avocats ne vont plus dans les procès des militants. Pourquoi ? Parce qu'ils estiment que par leur présence, ils légitiment des procès joués d'avance. Ils donnent de la crédibilité à des procès et à des jugements qui sont rendus en dehors de la loi et en dehors des conventions. Quand vous avez des conventions, quand vous avez un défilé de rapporteurs spéciaux qui donnent des avertissements, qui partent avec des désolations, qui disent que c'est pas normal ce qui se passe en Algérie, qui interpellent le pouvoir algérien, et que ce dernier personne ne me donne des ordres. Et on ne dit c'est pas des ordres,
c'est un rappel à l'ordre. Quand on a décidé de ratifier des conventions, on est tenu de les respecter et on parle des autres pays qui violent les conventions internationales, qui envoient balader l'humanité et l'univers. Mais nous, on oublie qu'il y a des journalistes, Moustapha Benjaba, Ihsan al-Qadi, beaucoup de militants croupissent encore dans les prisons du régime. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé de dire c'est pas comme ça que ça doit marcher. Ils ont osé critiquer le régime, chose qui est un acquis de beaucoup de sacrifices. Et on est maintenant arrivé à s'adresser au chef de l'État pour avoir un seul sujet avec lui, la sécurité extérieure. Nous sommes entourés, et puis les détenus. Et qui doit parler du développement local? Qui doit parler des défis mondiaux sur le plan économique? Qui doit parler de la situation des jeunes? Qui doit parler de la situation de l'université? Qui doit parler de la situation de l'agriculture? Qui doit parler de l'autosuffisance alimentaire? On est réduit à ça. Depuis 62 à aujourd'hui, nous avons perdu tous les acquis. Et on nous a confinés dans ce débat de peur, d'emprisonnement, de presse complètement agenouillée, pendant la décennie noire, où la presse n'était pas aussi muselée que maintenant. Donc, de quelle Algérie on parle? De quel mandat on parle et de quelle perspective politique on parle? Vous savez, ça me rappelle quand je vois tout ce qui est en train de se passer, ceux qui sont en train de parce que il y a une échéance, quand je me rappelle ce qu'avait dit Mahri Rabbi Rahmou. À l'époque, je n'avais pas compris le sens. Mais là, aujourd'hui, nous sommes en plein dedans. Viendra un temps où le pouvoir ne trouvera même pas une opposition pour lui parler. Le pouvoir va être obligé de ranimer l'opposition Tao. Il sera obligé de la remettre sur scène pour paraître ou apparaître sous un visage de démocrate. Mais en réalité, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le silence qui fait peur. Ce n'est pas les paroles. Parce que les paroles, vous entendez ce que pense l'autre. Mais quand il se tait, vous ne savez pas à quoi il pense, vous ne savez pas pourquoi il se tait, et vous ne savez pas qu'est-ce qu'il projette de faire. Et c'est ça qui devrait être le souci du pouvoir. J'ai entendu mon ami et frère Hassan Helaj, que je salue, à qui j'ai oublié de souhaiter la bonne année à Sgoussa Mervouh. J'ai entendu dire que il y a des âmes propres, même au sein du pouvoir. C'est à ceux-là qu'on s'adresse tout le temps. Parce qu'on ne peut pas dire que tous ceux qui sont au pouvoir ne veulent pas du bien au pays, ou ils sont mauvais, ou ils se battent pour eux, ou pour maintenir le pouvoir. On ne se bat pas pour maintenir le pouvoir. Parce que le pouvoir, il doit se partager pour avoir un sens. Il doit se partager entre la volonté populaire et le pouvoir d'exaucer la volonté populaire. Il doit se partager entre force et légitimité. Or, nous, on a la force sans aucune légitimité. Et cet état de fait qui doit changer. Nous interpellons ces personnes que nous savons tous existent et qui sont au sein du pouvoir pour travailler, pour essayer de construire ce pays pour cette jeunesse. Vous savez, tous les matins quand on part au travail et on voit ce flot d'élèves qui part au lycée à 7h30, 8h, c'est des milliers de jeunes. Donnant à ces jeunes un autre rêve que celui de quitter l'Algérie. L'hémorragie. Notre pays est en train de perdre son élite et il est en train de perdre sa matière grise. Le débat doit s'ouvrir autour des nombres de médecins qui ont été recrutés et récupérés par la France. Le débat doit s'ouvrir sur le nombre de professeurs de l'université qui sont partis, qui sont au Canada, qui sont en Angleterre, qui sont à Dubaï, qui sont ailleurs. C'est là le débat. Le vrai débat, un véritable pays, c'est celui qui forme ses enfants et à la sortie, à la fin de leurs études, ils sont directement recrutés. Mais dès que j'ai un poste de responsabilité, je recrute
La smala, et je laisse de côté les vraies élites, les vrais intellectuels, je les donne aux étrangers pour garder et nourrir la médiocrité, parce que quand la médiocrité est généralisée, personne ne fait de la politique. Donc, essayons de saluer les initiatives et de se poser les questions légitimes sans pour autant, je m'excuse l'expression, sans pour autant cracher dans la soupe. Donc, liberté et à tous les détenus, vive l'Algérie, et je m'excuse si j'ai fait un coup de gueule, mais c'est ma façon de voir les choses. Merci beaucoup, Maître Nabil Esmaïl. Merci. Hassan Hiresh, le temps nous presse. Je vous laisse le mot de la fin. Bien sûr, dans son intervention, Maître Nabil Esmaïl a parlé d'un silence qui fait peur. Est-ce que vous pensez que le nœud de la crise que nous vivons, c'est cette crise politique avant tout et votre analyse, Hassan Hiresh, très rapidement. Ce qui me rend triste, c'est quand Nabil Esmaïl a rappelé que Ihsan al-Qadhi a été condamné sous des raisons fallacieuses de droit commun. On lui a reproché d'être financé de l'extérieur. Ce qui me rend triste, c'est que ces méthodes-là sont utilisées par la Russie et l'État d'Israël. La première chose qu'a fait Benjamin Netanyahou quand il est arrivé au pouvoir et quand il s'est retrouvé en difficulté devant de grandes manifestations, devant une espèce de hirak pendant des mois et des mois, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à l'Europe de ne plus financer les ONG qui sont pour les droits des Palestiniens. Il a demandé de ne plus financer les journaux qui rappellent les droits des Palestiniens. Il a même promulgué une loi en 2011 et une autre en 2014 pour dire tout simplement qu'il est interdit d'être financé de l'extérieur, que toutes les ONG qui rappellent les droits des Palestiniens doivent être interdites. Je suis triste qu'on utilise ce genre de méthode dans un pays comme l'Algérie qui a tant sacrifié. Alors, les problèmes, évidemment, ce sont des problèmes politiques. Évidemment, qu'il faut rajouter à des problèmes de psychopolitique, dans la mesure où l'orgueil, le désir de puissance, le désir d'avoir toujours raison, le narcissisme, etc., fait qu'on ne veut pas de changement, on veut toujours que ce soit les mêmes figures qui restent au devant de la scène, et on écarte d'une main de faire tout ce qui peut aller à l'encontre de l'opinion de ceux qui sont au pouvoir et de tous ceux qui remettent en cause leur pouvoir. Le problème des Algériens, c'est les institutions qui ne fonctionnent pas. Le système judiciaire, le système scolaire, le système médiatique, le système religieux, le système sanitaire, toutes les institutions algériennes doivent être complètement refaites à neuf pour que l'Algérie aspire et redevienne un vrai pays, une puissance régionale, un pays qui se fasse respecter au niveau mondial. Et pour qu'il soit respecté, il faut que le peuple algérien soit respecté déjà par ceux qui sont au pouvoir. C'est le seul moyen pour faire de l'Algérie un pays clé dans l'échiquier politique, géopolitique aujourd'hui, et le monde entier en a besoin. Je pense que c'est extrêmement important d'aller dans ce sens-là. Merci beaucoup Hassan Hiresh. Je rappelle, vous êtes économiste, analyste politique. Vous étiez avec nous depuis Paris via Skype. Merci à vous. Merci aussi à Maître Nabil Esmaïl, avocate militante politique. Elle était avec nous depuis Alger. On n'a pas pu avoir Hassan Bouaraz qui était prévu donc, dans cette émission journaliste. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Yatikoum saha. Qawala khair.